j'accueille Marie-Madeleine Dessénat, qui est psychanalyste et écrivain, pour la publication de Suivant la mer, qui paraît dans la collection Démarche. Alors, tout d'abord, j'ai publié un livre sur la mer, écrit par une psychanalyste. À Chamonix, ça peut paraître un peu bizarre, et ça mérite peut-être quelques mots d'explication. Je vais vous parler, mais très très rapidement, de la collection Démarche, qui est plus particulière. Bien sûr, après de Marie-Madeleine, et on leur laissera la parole à tous les deux. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a commencé cette collection en 2012 quand on a rencontré Jean-Christophe Ruffin, qui était voisin, il habitait à Saint-Nicolas-de-Véros, et il aimait beaucoup la montagne, il aimait bien les éditions Guérin, et il est venu nous voir en voisin et ami pour nous dire le jour où j'aurai une belle idée sur la montagne, je publierai chez vous. Et puis voilà, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a discuté de choses et d'autres. Il nous a parlé de son chemin de Compostelle qui venait de terminer. Il avait fait le pèlerinage et il est reparti. Et puis l'idée a fait son chemin pour nous. Et ça correspondait à une réflexion parallèle. Peut-être se dire qu'à côté des grands exploits des alpinistes, de leurs récits épiques, de ces héros de l'Alpe, surgissait de plus en plus une autre forme d'aventure, beaucoup plus modeste, plus humaine aussi, peut-être plus du ressort de la connaissance de soi que de l'héroïsme, et que finalement Compostelle, dont il nous avait à peine parlé, mais c'était ça. Donc on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut qu'il fasse, parce que cette forme d'aventure-là, on s'y identifie peut-être plus facilement aux grands héros de l'Alpe. Et voilà, il faudrait qu'on puisse parler de cette forme d'aventure-là aussi. Et Jean-Christophe a dit d'accord, et il a fait un très beau récit sur Compostelle qui a donné peut-être le succès que vous savez. C'est-à-dire que les gens se sont parfaitement identifiés, il s'est posé un peu comme un Candide dans le pèlerinage, et ça a très bien marché. Et du coup, voilà, était née la collection Démarche, dans l'idée totalement légitime et en cohérence avec la définition que Michel avait définie 20 ans auparavant pour la maison Guérin, Michel Guérin, donc le fondateur, le créateur de cette maison, qui était aventure et littérature, sauf que là, on ouvrait la porte, on ouvrait le champ, l'acception même du mot aventure, qui était plutôt qu'un exploit où on risque sa vie, qui était une immersion dans la nature et quelque chose de plus facile, de plus humain. Donc, on a publié, avec quand même, je précise, un engagement de l'auteur. On a demandé à ce que l'auteur soit toujours très engagé dans une action, personnellement, qu'il écrive à la première personne. Et puis, aventure et littérature. Littérature, c'est, je crois que la définition exacte, c'est l'usage esthétique du langage écrit. Et donc, je reviens pour ça vers Marie-Madeleine. Quand Marie-Madeleine nous a proposé son errance poétique du nord au sud, de Dunkerque à Menton, sur les côtes de la France, magnifiquement bien écrit, ça correspondait tout à fait à ces deux définitions nouvelles d'une collection qui est complémentaire à Guérin et qui se marie très bien avec Guérin. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes là devant un auteur qui est aussi une psychanalyste, qui aura quand même osé lui poser des questions, même si c'est pas facile, et qui est auteur de ce très joli livre dont Laurel va lire quelques passages et peut-être Marie-Madeleine fera écho aux choses qu'elle entend, et puis on pourra poser des questions à Marie-Madeleine. Voilà. J'ai rêvé faire le tour de la France par ses côtes. Seulement 3 côtés de l'Hexagone longent la mer. Que peut-on saisir d'un peuple par la vie qu'il mène en été sur son littoral? Telle était ma question quand j'ai commencé ce parcours à la fin du mois de juin de 2015. L'été, les journées sont longues, le soleil brille, il fait chaud ou doux, mais surtout la mer, en sa présence de bordure énigmatique, forte et généreuse, offre une chance qui ajoute aux vacances des occasions de liberté, d'érotisme. Quelque chose en moi refusait les vacances habituelles, je n'en voulais plus. J'étais habitée d'une inquiétude, la sensation d'une population en mutation, en danger. Je me suis alors lancée dans l'aventure, muée par une urgence inconnue. J'avais pensé faire le trajet avec un photographe pour disposer aussi d'images. J'ai choisi une amie pour son œil artiste et dont l'exceptionnelle qualité est la mobilité. Elle est légère, parfois elle vole sur ce qu'elle voit. J'envisageais de suivre la mer jusqu'à l'Espagne.
Nous avons décidé de commencer par la côte nord lors d'un week-end afin de tester notre compagnonnage. Nous suivons la direction tunnel sous la Manche. Je prétends qu'il n'y a pas de route sous la Manche, mais seulement du rail. Mon ami défend le contraire. Des panneaux annoncent une douane de péage pour auto. À l'approche des barbelés, partout, on dirait un terrain militaire. Je pense qu'on ne verra pas le trou qui descend sous la mer. On se trouve dérivé vers un petit village nommé Frétan. Sur le bord de la route, à l'orée du village, j'avise un homme portant un gilet jaune fluo. « Bonjour monsieur, où est l'entrée du tunnel ?» La cinquantaine avancée, les dents abîmées, il se penche à la portière, je peux lire sous sa fourrure polaire « Eurotunnel ». « Ben par là, coquelle, puis à droite », dit avec un accent traînant. Je continue. « Vous travaillez pour le tunnel ?»« Le tunnel ?»« Ben, je dois aller sortir des camions, les clandestins, il y en a beaucoup. Leurs dictateurs les tuent. On ferait mieux de tuer les dictateurs. C'est pas possible. Il y a des femmes, des enfants sous des cartons, il faut aller les chercher, les chiens les sentent, ils ont chaud. Il y a de tout. Ce matin, c'était des Irakiens. C'est malheureux quand même. Ils font tomber des arbres pour arrêter les camions et montent dedans. Ils se nichent tout au fond. Parfois, ils brandissent des enfants. C'est pas malheureux quand même. La nuit, ils essayent par tous les moyens. Puis il se tait, pensif. Moi, j'ai été 4 ans au chômage. Et puis, j'ai retrouvé ça. Je suis gentil, je leur dis qu'il faut sortir, sinon le patron, il va sévir. On leur donne à boire et la police les emmène. On les relâche à 5 km par là et ils reviennent. C'est fou, dis-je. Certains passent quand même à pied dans le tunnel. Les Anglais se font de l'argent sur eux, car la France paye pour chacun qui a réussi à passer 2000 ou 4000 euros par bonhomme à l'Angleterre qui les renvoie. C'est comme ça. Ils vont venir par milliers, on ne pourra pas faire face. C'est impossible. Silence. Les passeurs, ils vendent des vélos à 300 euros. Vous vous rendez compte? Il ferait mieux d'acheter en boutique. Un vélo, ça vaut pas grand-chose. C'est pas possible. Les passeurs, c'est des commeux. Moi, je sais pas, c'est tout et n'importe quoi. Je sais pas la politique, sauf que c'est malheureux. Cet homme a un salaire. Il n'est pas loin de la retraite et il n'a trouvé que ça à faire à contre-cœur. Chasser des gens apeurés dans le fond des camions pour gagner sa vie et faire des points de retraite. Florence et moi connaissons l'existence de la jungle, le camp des migrants déplacés à Sangatte. À ce moment-là, la question des migrants n'avait pas encore fait la une des quotidiens et des infos. Nous nous sentons morveuses de savoir ces populations parquées quelque part dans les dunes. Nous poursuivons notre route vers un café du village, un genre de café-tabac à l'ancienne, avec tout. D'un côté, épicerie et journaux, de l'autre, le zinc et quelques tables en formica. Une blonde dans la quarantaine nous sert un café, un peu méfiante devant ces 2 femmes, pas de chez elle. Elle parle. Mon mari est caleur de camion dans les trains, des cales de fer. Il fait partir le train pour l'Angleterre. Les chauffeurs, eux, partent en bus sur la navette. J'avais donc raison, il n'y a que le rail, bus et auto transitent sur des trains navettes. Ce matin, le train est passé sur un clandestin. Les gens ont essayé d'envahir le train en marche. Le monsieur s'est fait happer par le train. Il y en a déjà eu beaucoup. Quelques-uns en dessous s'est fait écraser par un tampon. Ils sont tellement perdus. On fait venir les pompiers, ils sont enterrés dans des endroits réservés. Ils ont un peu d'argent. Il y a du vent. Dans les bistrots à Paris, on entend tellement de gens qui manifestent une dureté contre les migrants, contre les étrangers irréguliers. Dans leurs paroles, on sent le rejet de l'autre, sa dégradation, sa suppression. Je suis surprise qu'un gardien et une buraliste ne soient pas comme ça. Eux, ils sont confrontés à la réalité, à des individus comme eux. Ils éprouvent même de l'admiration pour leur détermination. Elle ajoute. Ils sont par là, ils bougent surtout la nuit, ils sautent les barbelés, ils sont prêts à tout. Ils veulent à tout prix passer en Angleterre. Nous restons pétrifiés à la pensée du mort de cette nuit devant tant d'inepties. C'est le début du voyage. Oui, on ne se doutait pas que le premier contact avec la mer, c'est-à-dire à Calais, allait nous faire tomber sur ce qui se passe à Calais. Maintenant on le sait, mais là on l'a vu en pleine figure, si je peux dire, par des gens, voilà, c'est le récit des dialogues. Premier contact avec la mer, c'était un camp de migrants. Comment la population est confrontée à cet aspect-là de la situation aujourd'hui. Je ne sais pas si on continue plutôt que... parce que... On va continuer tranquillement. Tranquillement. Je suis propulsée par quelque chose de plus fort que moi. L'engagement envers la route, ou plutôt de la route avec moi.
Une détermination que j'aurais grand mal à justifier. Tout élan résolu est un mouvement de vie. On en ignore la raison et l'objet, il faut s'y soumettre. Dans les derniers kilomètres de ma route vers l'ouest, je retrouve les champs dorés agités d'ondes sous un ciel immense qui annonce une mer vantée. Mer. Ce petit mot de 3 lettres qui est dans notre langue équivoque avec la mer, M-E-R-E, est pour beaucoup d'entre nous le nom d'une ouverture, d'une joie quasi mystique. Voilà la mer. Aller à la mer, vivre en bord de mer, être en mer, c'est magique. Fécamp. Je me gare sur le port de Fécamp dans la lumière éclatante du milieu de journée. Je rejoins un café situé au-dessus de l'écluse qui retient le flux venant du bassin à marée descendante. L'eau y est particulièrement verte, entourée de maisons normandes aux toits d'ardoise avec une multitude de bateaux blancs. Je m'assois éblouie par le soleil, commande une crêpe au chocolat et un café pour fêter mon arrivée à la mer. J'éprouve une sensation de bonheur à vivre ce mouvement intérieur dans la foulée de Pasolini. Un été sans Avignon, sans Arles ni Aix, sans les discussions sur la valeur d'une œuvre ou d'un artiste, sans me laisser confisquer par les lieux ou les amis. L'envie de ne pas être prise, comme je le suis d'habitude, par l'entourage estival. Légère, une seule idée, le fil de ce bord de mer, de ce pays-là, un pays chanceux qui au fond le sait. Recevoir l'afflux des pensées qui collent à l'esthétique de la sensualité du lieu sans intention. Que Berthe Morisot ait peint Fécamp ne me concerne pas autant à cet instant que ces gamins de 12 ans en jean, cheveux au vent, avec leurs portables et leurs airs de comploter. Ici, la plage demande un effort. Monter et descendre dans les galets où l'on se tord obligatoirement les pieds, se plier au vent et parfois faire face aux vagues d'eau verte. Des petits tas de gens s'éparpillent sur la grande plage de cailloux au pied des falaises impressionnantes. La nature est beaucoup plus grande qu'eux et ça leur plaît, c'est leur ivresse. La marée monte et la mer est agitée. Ses vagues, sa pulsation, sa rage, en percutant le rivage, transmettent sa force. La mer nous dit la vie avec son mystère retenu en elle. Il y a des familles, des couples, des enfants qui crient, des parents qui appellent. J'aime ces gens. Le bord de mer est leur théâtre. Il élargit le drame de s'aimer. Donc là, tu arrives quand même à la mer. Après. Ah ben, j'ai quand même suivi tout le bord de mer. Je suis partie en fait quasiment à la frontière belge. Et puis on a suivi à 2 pendant un week-end le début. Donc il y a eu Calais qui a été une espèce de... Tu prends la chaise là. Christine revient, on verra ce qu'on en a. Je suis navrée. Il y a un tabouret là. Mais après, j'ai préféré voyager seule parce que je voulais vivre cette expérience et la vivre de la façon la plus, sensible. Et vraiment me laisser porter, on ne sait pas trop par quoi, par tout ce qui arrivait, ce que je ressentais d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que ça n'est pas ni un projet politique, ni un projet esthétique, ni un projet culturel, ni un projet sociologique a priori, même si ni poétique, mais ça prend tout ça en même temps, c'est-à-dire mais au fil. Et ma seule règle a été, à la suite de Pasolini, parce que j'avais lu il y a quelques années un très beau livre de Pasolini qui s'appelle La longue route du sable, où il avait fait ça, c'est-à-dire il avait pris l'Italie par un bout de la côte française partie de Menton, et il était arrivé à Trieste de l'autre côté, et il racontait ce qu'il voit, ce qui lui arrivait, comment il dormait, comment étaient les gens, comment il voyait que les gens se parlaient dans les villages, dans les ports. Et j'avais trouvé ce livre extrêmement touchant et très subtil du point de vue de ce que ça donnait comme écho d'une population. Et en plus, l'Italie, c'est vraiment cet appendice qui est dans la mer. Il y avait juste les Alpes qui la retiennent à l'Europe. Et la France, c'est différent. Mais bon, j'avais lu ça il y a très longtemps. Et je ne sais pas très bien pourquoi, je l'ai compris seulement après coup. J'étais mue par une envie d'autre chose, une envie de mouvement, une envie d'impression, d'expérience, si je peux dire. Et j'ai eu envie de faire la même chose que lui pour la France. Et je l'ai fait l'été dernier. Et voilà, et donc j'ai quitté mon ami, je
je ne sais plus à quelle étape, et après j'ai continué toute seule pour pouvoir aller plus loin dans l'expérience, et dans les sensations, et dans, voilà, dans quelque chose à donner, à redonner. J'avais une question. Oui. Est-ce que vous ne pensiez pas que peut-être faire le trajet à pied, ça vous rapprochait des personnes, peut-être? On va voir ça après les questions en fait. On va continuer sur le livre, oui. Okay. On continue parce qu'on a une lancée et après il y aura plein de questions. Après on aura tout le temps. Chaque fois que j'arrive quelque part, je sors inspecter les alentours. L'hôtel donne sur une digue de roche qui retient une mer agitée. Je remonte dans ma voiture explorer plus loin. Une fête de campeurs bat son plein dans les dunes avoisinantes. Musique, stand, lumière agressive, odeur de sucrerie. Je rentre me coucher. Le matin est brumeux. De ma fenêtre sur la mer, je me dis, il y a un mensonge à Flamanville. L'hôtel est une maison typique, restaurée et agrandie dans les années 60. Elle s'appuie sur un flanc de roche où est perché le village de pêcheurs. Mais à mes pieds ont été dessinés une vaste route avec pistes cyclables. De nombreux marquages d'emplacements de parking, des passages piétons, un sens giratoire. On se croirait sur une arrivée d'autoroute ou à l'entrée d'un supermarché, alors que l'hôtel est la dernière maison du village avant la centrale, située en cul-de-sac, derrière un tournant rocheux à 200 mètres. On ne comprend pas ce qu'on voit. Un style autoroute au niveau de la mer déchaînée et un style vieux village à l'ancienne en hauteur. La réponse, c'est la centrale. Ce semblant de route express est un décor stratégique pour l'arrivée des berlines de luxe des ingénieurs étrangers. La centrale se fait sa route comme elle se construit un avenir en claquant des doigts. Le village et le port doivent s'y adapter car elle est la seule source de revenus, sinon il n'y a plus rien. Quand j'interroge la gérante de l'hôtel, la centrale, c'est pain béni. Il n'y a aucune pollution ni maladie, on vient là pour des conférences, des séminaires. La centrale accueille même les handicapés, les malentendants et les malvoyants. Une propagande d'enfer avec flyer bleu vante l'énergie nucléaire. Il vaut mieux être malvoyant pour ne pas voir ça, peut-être. Donc sur la route, au fur et à mesure, il y a des... Je vais pas donner le nom déjà de toutes les villes que tu traverses, mais voilà. Il y a des endroits... Voilà, c'est dans le Cotentin, il faisait très mauvais. Et il y avait un brouillard affreux. J'avais retenu à Cherbourg, ce que je retenais dans la journée en anticipant où je pourrais être le soir. Et donc, au mois de juillet, c'est pas si facile de trouver des hébergements. Et en même temps, mon style, c'était quand même d'aménager le chemin au fur et à mesure de ce qui se passe, enfin, du mouvement naturel, et je ne pouvais pas anticiper si je ferais aujourd'hui 100 km ou 200 km. Donc, parce qu'en gros, j'étais quelque part le matin, et puis je passais du temps dans cet endroit, puis je roulais, et quelque chose m'attirait, je m'arrêtais, et je prenais un verre, ensuite j'allais déjeuner, j'écoutais des conversations, je traînais sur un port, etc. Ça fonctionnait comme ça. Et ce jour-là, du Cotentin, j'ai traversé Cherbourg, j'avais réservé, ça m'a rien dit du tout, j'avais aucune envie de m'arrêter, c'était pas accueillant à mes yeux, j'avais pas envie, voilà. Donc j'ai continué et je me suis mis sur le bas-côté, j'ai commencé sur booking.com et je n'ai trouvé qu'à Flamanville. Et sur le moment, j'ai pas fait attention, Flamanville, j'avais oublié que c'était la centrale. Et voilà, enfin, bref. Et donc j'ai dû traverser ce Cotentin en voyant à peine le bout de la voiture tellement il faisait mauvais, c'était assez terrifiant. Et j'avais presque peur de voyager comme ça dans un pays si hostile. Et je suis arrivée à cette centrale et bon voilà, le hasard fait qu'on tombe sur ceci, sur cela, et qui dit quelque chose de l'époque, de la façon dont ça se présente, dont en gros le discours c'est de dire que la centrale c'est formidable et c'était particulièrement orienté sur les handicapés, les malvoyants, etc. J'en étais sidérée à quel point elle me vantait cette centrale de cette façon. Voilà, c'était significatif. C'est le mensonge de Flamanville. Je m'arrête à Saint-Jacques-de-la-Mer. Chaque nouvel aperçu dans l'ouverture d'une anse ou d'une baie provoque une émotion, un coup de fouet. La beauté atteint. Là, c'est un spectacle de désolation. Tous les bateaux sont sur le flanc, sans eau, dans une ambiance d'abandon.
Ce qui est spécifique à la Bretagne, c'est son côté aigu. La mer pénètre loin dans la terre, elle vient toucher les champs. Tout est pointu. Les toits des maisons, la découpe des estuaires, les plages, les rochers, une géométrie différente de la Normandie et du Nord. La pointe du Chevet, la baie de la Fresnaye, l'anse des Sévigné, puis le cap Fréhel. Maintenant, la mer est bleue. Elle n'est ni grise ni rose, les rochers sont de grès et roux, et le sable blond. L'immédiat surplomb me happe, me saisit. La disposition des couleurs, terre, ciel, mer, d'un coup, c'est là. Je fonds dedans, trop grand, saisissant. Je poste une photo à Charlotte, sa réponse me touche. Je m'y vois. Dans mon parcours des petites routes, j'arrive souvent à la mer, en impasse, et dois faire demi-tour. Je me perds entre le village du haut, son port et la plage, en bas. C'est compliqué à cause de la profondeur, des échancrures qu'il faut contourner. Une plage porte bien son nom. Sable d'or les pins. J'évite Saint-Brieuc et ses banlieues tristes. Les routes express sont insupportables. On est talonné par les autres voitures qui cherchent la vitesse et l'environnement est abîmé. Alors que la campagne en arrière-plan est belle. Je passe par Saint-Quay, Portrieux, puis enfin Paimpol où je me gare sur le port, clos par une écluse, gracieux, au soleil, avec quelques beaux voiliers. Je pense à mes amis comédiens qui passent leurs vacances ici, mais ne sont pas encore arrivés. Je fredonne sans cesse la chanson. J'aime Paimpol et sa falaise, son église et son grand pardon. J'aime surtout ma Paimpolaise qui m'attend en pays breton. Tous les commerces rabâchent la falaise et la Paimpolaise, ce qui n'enlève rien au charme véritable de l'endroit, avec ses maisons étroites et sa lumière folle. Je me reconstitue en buvant un coca avec l'impression d'arriver enfin quelque part. Je traverse Ploubazlanec et longe la belle baie de Launay, nommée Sorbonne-Plage, à cause des nombreux grands scientifiques qui s'y sont installés et d'où les littéraires se sentent exclus, paraît-il. Puis la pointe de l'arc ouest, où s'ouvre l'horizon entre les nuages. Je suis soufflée par la myriade de petits îlots rocheux éparpillés sous le soleil de cette fin de journée, sous une mer bleue émeraude, sorte de belle longue bretonne. Surgit l'embarcadère pour l'île de Bréa, que je ne connais pas encore. Alors enfin, la mer comme on l'imagine. C'est la Bretagne du Nord. Hein. Vous la connaissez peut-être, en tout cas, c'est des endroits très forts, très beaux. Je sais pas quoi dire. Je sais pas, parce que quand on lit, en fait, au fur et à mesure, on est dans des villes différentes, mais des grands coups comme ça de cœur, où enfin la mer, enfin un vrai lieu, enfin... C'est-à-dire que... Bon, la mer, je la voyais tout le temps, hein, mais il y avait des moments, des grands moments de beauté, de surprise, surtout en Bretagne, surtout la Bretagne. Parce qu'elle est tellement secrète, et tellement forte, et elle a un tel caractère de... je ne sais pas comment dire, il y a une force rentrée, il y a une force qu'on sent entre le côté découpé et les marées. Il y a quelque chose du mystère, il y a quelque chose qui flotte, on croit voir monter des nuées, des apparitions. C'est vraiment, la Bretagne est très folle, très très folle. Elle est formidable. Enfin, on est pris par une nature puissante. Ouais. Oui, mais nature et composition avec la terre et la mer sont dans un dialogue très très puissant. Très puissant. Donc du plaisir en Bretagne quand même. Oui. Tout le temps soumise à une urgence, celle de la route, l'injonction d'avancer. Pourtant, rien ne m'y oblige. Je crains probablement de perdre l'aigu de mon mouvement si je prends trop de temps prends trop de temps à trop d'endroits. Je sélectionne au feeling, allant vite. Parfois, je n'ai pas le temps d'écrire ce que me dicte ma voix intérieure, et après, j'ai oublié, et c'est trop tard. Car elle me souffle des phrases toutes faites. Je dois aller moins vite et m'arrêter moins souvent. Il est vrai que dans tous les pas sur ces plages ou aux pointes sont des moments magiques, fascinés par l'étendue de la nappe d'eau vivante. Les pieds dans le sable mouillé, le repérage du lieu où arrive la mer par son écume, la mesure de l'état de la marée, le rivage devient à chaque fois la scène d'une danse cosmique sans cesse nouvelle. Alors que les gens avec qui je parle ou que j'écoute à la volée ne me disent rien de spécial.
Ils vivent leur expérience de bord de mer comme un prolongement de leur vie habituelle, plus heureuse grâce à elle. Ça, c'est aussi l'illustration de ton mouvement permanent, de ce voyage, en fait. Quand on est sur la route, on est dans un état second, on est dans quelque chose qui bouge, on est à l'écoute d'une dimension particulière, hein. On perd ses habitudes, on est appelé par un mouvement. Le mouvement, c'est quelque chose de fort et qui fait venir des pensées, D'ailleurs, tout le monde sait très bien qu'on parle mieux en marchant, que le voyage est toujours le voyage, le départ, la mise en route est toujours l'occasion d'animation, de pensée, de réflexion plus aiguë souvent que quand on ne bouge pas. Et là, il y a le parti pris de la côte, c'est-à-dire de bouger, pas seulement pour bouger, de suivre la côte de ce pays-là, dans cet été-là, et donc d'être à l'écoute de quelque chose qui est à la fois intérieur et extérieur, une espèce de résonance entre... C'est vrai pour toutes les aventures de voyage, hein, c'est vrai pour la montagne, c'est vrai pour l'aviation, c'est vrai pour tous les gens qui cherchent l'expérience du bord, l'expérience de la limite, l'expérience à la fois subjective et objective, et esthétique et intérieure. Et bon, le mouvement de la côte donne ça aussi. Et en plus, tu es toute seule quand même. Oui, j'étais seule et oui, c'était souvent très fatigué en fin de journée. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Franchement, qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je fais ça? Mais quelle drôle d'idée, à quoi je m'astreins? Voilà, mais j'en dirai peut-être plus tout à l'heure. Biarritz. Enfin Biarritz, la grande, la magnifique. Je l'attendais comme chaque fois qu'on espère la rencontre, on la reporte, on l'approche en douceur. Une grande ville balnéaire avec de beaux édifices du 19e siècle. Dans la rue, je croise des mères de famille, des voyous, et tout. De nombreux magasins de luxe, mais pas seulement. Un côté ville avec des fontaines, de larges avenues bordées de palmiers, et un côté mer avec le grand casino. Des palaces reconvertis en habitation donnent sur la plage, dite plage du casino. On accède directement sur le sable par des tours d'escalier. Il n'y a pas de promenade. Je la ressens immédiatement comme un poumon. Cette ville encadrée de morceaux de roc aux formes fantomatiques, sa vitalité. La vague est énorme, multiple, diverse, écumante. Un petit tas de familles est amassé, gens debout entre deux drapeaux. Les garçons devant disparaissent dans le brisant. Les filles derrière plongent. Les hommes, pères probablement, suivent. Et encore derrière, les femmes, avec les petits à la main. Et les grands-mères, simplement les pieds dans l'eau. C'est une danse adorable et incessante. Quand la vague recule, il arrive qu'on soit renversé et qu'un petit bascule dans 3 fois rien d'eau en mouvement. Il faut le rattraper illico. On ne nage pas, on réagit. Soit on avance et on fait face, on plonge et on se relève. Soit on se contente de réagir au vigoureux courant d'écume ascendant et descendant. On ne va pas à l'eau, on y court. Sur la plage, en amphithéâtre, ceux qui sont assis sur leurs serviettes regardent les scènes. Ils contemplent la puissance incroyable se développer devant eux, assourdis par son bruit fracassant. La vague est une passion. Je le comprends absolument. Elle doit donner à la famille un tranchant, un élan que le train-train habituel n'est pas. Se tenir par la main, là, veut dire quelque chose de fort, comme une corde en montagne. Ça assure la vie. À gauche de la plage, l'école de surf. On apprend à marcher sur sa planche, à sauter sur le ventre, à se laisser porter par l'écume, se lever et flotter en faisant le balancier avec les bras et repartir vers la vague en traînant sa planche de couleur vive. Certains, une fois debout sur elle, prennent la posture du tireur à l'arc. Il est 20h, la surveillance s'arrête, les familles plient bagages, les postes des surveillants sont couchés sur le sable, la vague est rendue aux surfeurs. C'est l'heure où les accros s'en donnent à cœur joie, ils ont toute la vague pour eux, ils volent. Certes, 1 ou 2 baigneurs isolés se risquent encore à plonger dans le chaos, la chorégraphie devient plus extrême. Les filles se lavent les cheveux ensemble à la douche des plages, les garçons jouent au foot entre 2 chaussures qui signalent les buts, d'autres ont lancé la musique et dansent.
La plage devient le lieu du désir, plus libre sans les familles. C'est rare d'observer la plage comme ça. Mais c'est beau. Donc Biarritz, enfin le sud, le bout de cette côte. Oui. Ah oui. Parce qu'elle ne vous a pas dit tous les endroits, bien sûr. Ah non, mais il faut lire le livre. Hein. C'est-à-dire que j'ai remarqué quand même que, enfin, on aura peut-être cette conversation plus générale, mais que si on voulait dire quelque chose de ce qu'on voit des gens, c'est la famille. C'est la famille. C'est-à-dire... sur les plages. Oui, les gens sont en famille, mais en famille un peu réduite, voilà. C'est la famille assez resserrée. Je dirais même la famille, parce que c'est vrai qu'on sent quand même, ça se sent qu'il y a une menace, que le pays a été touché et que les gens il y a quelque chose d'un peu recroquevillé, un peu replié, même si la plage c'est formidable et que les gens adorent et que les vacances à la mer, les gens aiment ça et que les gens s'organisent pour le plaisir, même très simple, mais un grand plaisir de l'eau, de la mer, de la plage, des enfants. Ce que j'ai vu, c'est des gens un peu repliés, recroquevillés, et recroquevillés sur la famille, un peu au sens étroit, c'est-à-dire la famille un peu sous contrôle, quoi. La famille, je dirais, qui tient sur une serviette, quoi. C'était l'idée que je m'étais dit, une serviette comme ça, on y tient à quatre, quoi. Une serviette à quatre. Et voilà, c'est-à-dire pas la famille au sens ancien où il y a les grands-mères, il y a les oncles, les tantes, et tout le monde s'installe, etc. Et où c'est un flux collectif. Là, le collectif est quand même frileux et assez crispé. Voilà. Donc, sauf le soir. Ben, sauf là, mais c'était les jeunes qui connaissent, qui se lançaient. C'était beau. Mais ce que je dis par la suite, c'est qu'on voit ceux qui sont au restaurant, qui sont autres, qui regardent ça comme un peu avec méfiance. Je raconte la suite, là, elle a pris des fragments. Lorraine a pris des fragments qui lui ont plu. Je trouve ça très bien. Mais si vous voulez, ce livre, c'est comme un ruban, hein, c'est un déroulé, c'est-à-dire c'est une inspiration. Il y a des moments comme ci, puis des moments comme ça. Et donc là, je raconte aussi l'arrière-pays, et puis je retourne dormir, puis je reviens le lendemain, et je vois encore d'autres choses. Donc les choses sont prises dans un mouvement. Et puis il y a quand même l'arrivée en Méditerranée, à un moment donné, que tu connais mieux. Et plus loin, Cap d'Agde. Charmant cap de roche qui entoure une anse naturelle où tout le monde barbote comme dans une piscine en ce jour de chaleur extrême. Pétanque pour les hommes, bavardage pour les femmes. De l'autre côté du cap, une plage de sable marron. Les gens rassemblent leurs affaires en des gestes alourdis. Pourquoi ce coin-ci est-il plus harmonieux que le précédent? À première vue, on dirait les mêmes gens, les mêmes magasins. Mais non, chaque chose semble davantage habitée d'intention, de choix. Prenons le marchand de bouées. Toutes ces bouées représentent des animaux drôles et les rondes ont des couleurs sympathiques. Il les a ordonnées avec goût. Elles me font penser aux œuvres de Jeff Koons. Elles s'offrent aux enfants avides de surprises, de formes, de couleurs et surtout de récits sur les choses. Les gens harassés se montrent accueillants entre eux, une pointe d'esprit devant l'accablement du climat, celui de la vie pauvre et de la condition humaine. La différence est subtile mais notable, une capacité d'humour qui nous loge tous à la même enseigne. Ce n'est pas partout que l'on sent cela. À quoi ça tient? Aux gens et à l'accueil du marchand de bouées? En tout cas, il y contribue en donnant un certain ton. Il autorise les autres à des choix esthétiques joyeux, marrants. Je décide de m'arrêter à Sète pour la nuit et réserve sur Internet. La route longe l'étang de Thau, zone de marais remarquable, mais comme un bras de mer nimbé de brume. Je m'efforce de le côtoyer par le bord de mer, mais je me heurte à des impasses qui m'amènent à des voies de coins sauvages au bord du bassin, de zones de culture, de moules et d'huîtres. En fait, il n'y a pas de route de littoral, sauf pour les cyclistes et les piétons. Je dois donc faire demi-tour et rejoindre la grande route jusqu'à Sète. Il y avait plusieurs choses. Assez souvent, tu es bloqué sur ta route par
par d'autres routes, des contournements, des... Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Si je fais que de l'autoroute, Ça sert à rien. il n'y a pas d'expérience. L'expérience de l'autoroute. Non, si tu veux aller suivre le bord de mer, tu tombes sur des impasses. On arrive sur la mer. Il n'y a pas partout de la route de bord de mer. Hein. Le bord de mer, c'est souvent faire du feston. Hein. Mais j'ai pas tout vu du tout, mais j'ai fait quand même le parcours complètement. Et par exemple, dans la région de Normandie, il y a des endroits tellement beaux, et très souvent, la route, elle passe à une dizaine de kilomètres de la mer. La grande route, celle sur laquelle la signalétique vous envoie. La signalétique renvoie toutes les voitures sur des routes, et puis après, vous fait sortir à certains ports, certains endroits qui, eux, sont même très très chargés en signalétique. On vous annonce la mer, le cap, le golfe, le machin, le truc, avant d'avoir vu quoi que ce soit de la mer. Donc, on est dans un monde, on est dans une société de contrôle, hein, c'est ce que d'ailleurs Il n'y a pas de surprise. Foucault, c'est-à-dire qu'on vous a déjà tout pensé avant même que vous ayez accès à un émerveillement, une surprise, une solitude. Donc, moi, je prenais des petits chemins, je m'égarais, parfois je tombais en impasse, et puis je reprenais le truc. Et si je n'avais pas des cartes archi détaillées, je ne pouvais pas accéder à des endroits, mais quand j'y accédais, c'était absolument magique. Et donc, on a vraiment deux mondes. On a deux mondes, des mondes anciens, locaux, où les gens ont leurs habitudes, ils cachent leurs mystères, c'est comme les chercheurs de champignons ici, c'est-à-dire il y a des endroits comme ça qui sont préservés, des habitués, etc. Et puis dès qu'on est pris dans la nervure qui, elle, est complètement balisée, contrôlée, signalisée, alors voilà, c'est le monde moderne avec ses valeurs, voilà, avec ses valeurs consuméristes, ses valeurs de vitesse, ses valeurs d'identification. Tout est identifié, suridentifié. Du coup, c'est comme le Mont-Saint-Michel. Je raconte le Mont-Saint-Michel. À un moment donné, plus on approche, j'ai été au Mont-Saint-Michel dans ce voyage, plus on approchait du mont, plus aucun visage il n'y avait que des appareils. Il n'y avait que des téléphones et des iPads. On ne voyait que ça, c'était incroyable. C'est-à-dire une marée d'écrans. C'était absolument inouï, c'est-à-dire qu'on est tellement formaté à ce que l'événement, dans son inattendu, il faut l'attraper avant. On est tout dans cette dialectique qu'il faut avoir pris sous forme d'écran avant de l'avoir pris sous forme d'émotion. Et après, on revient vers l'objet, puis on regarde la photo et on la trouve émouvante. Elle devient un récit, on rentre déjà dans un récit. On est fait pour la voix off permanente. Enfin, c'est un monde, on est dans ce monde-là aujourd'hui. Et c'était absolument sidérant, c'est incroyable ce Mont-Saint-Michel, où en gros les gens, plus ils approchaient, plus ils disparaissaient eux comme visage, donc comme regard, comme présence physique, derrière une série d'écrans. Ils étaient tous des filmeurs. Avec genre la branche là pour se faire en selfie et tout. Ça, j'ai pas tout suivi, mais c'était. Parce que dès qu'il y a des lieux touristiques, oui, avec Fécamp, Étretat, etc. On connaît ça ici aussi, bien sûr. Mais bon, c'est une réflexion, en même temps une réflexion, une expérience sur cette réflexion, parce qu'en effet, on est parti du fait que j'arrivais souvent en impasse, parce que je voulais suivre le bord de mer et voir à quoi il ressemblait. Et donc, du coup, je rencontre ce pays dans ce qu'il a, dans ses paradoxes et dans ses contradictions. Marseille. Je file vers une calanque. Les roches blanches désertiques agrippent la mer, détournant à faire peur. Ça descend à pic. J'aboutis dans un goulot d'étranglement magnifique, à un petit port de plaisance coincé dans la fente. Impossible de se garer. Il faut immédiatement quitter l'oasis et remonter. C'est dommage. À l'arrivée sur Marseille par Corbière, la route se fait aride, rocheuse, époustouflante. Du haut de la corniche, les enfants se jettent dans l'eau verte en criant. Des garçons en casquette à l'envers me dévisagent. On est sur leur terrain. On sent la tension prête à bondir de joie ou de vengeance. Les visages sont intenses, basanés, intelligents. Une énergie dingue. C'est une ville-monde. Dans une ville-monde, tout édifice et sculpture.
Géry l'a compris, mais il en fait Guéry l'a compris, mais il en fait un système, un truc. Tandis qu'ici, c'est la vie de la ville qui sculpte, elle-même son œuvre, sans la penser conceptuellement. Tous les grues, les édifices commerciaux ou industriels, les conserveries, les immeubles et sculptures. Et le toit miroir installé sur le quai au fond du vieux port est le paradigme de cette ville monde, un reflet de soi comme monde en mouvement, un soulèvement de joie observé, la chorégraphie des passants à l'ombre de leur image devenue spectacle. Œuvre, anamorphose, Marseille, ville tendue, mixée, lumineuse, éclatante, insupportable. Dans la rue, les femmes sont élégantes, chacune son style, robe, couleur, bijoux, rouge à lèvres visibles, des voiles, des foulards, des boubous, des bermudas, des robes longues, des shorts. Les rives de la Méditerranée palpitent dans ce creuset du monde. Au port, des paquebots monumentaux voisinent avec des cargos, des porte-conteneurs, des treuils, des cuves de pétrole, de gaz, des bateaux de pêche, des voiliers, des ferries qui mènent aux îles ou aux Frioul. Le soleil ne languit pas, il dynamise la danse. L'architecte du Mucem l'a compris, il n'intervient pas sur la ville, il se met à sa hauteur. Les usagers s'en sont immédiatement saisis. Ils évoluent sans cesse sur la terrasse et la passerelle qui mène au fort en un mouvement permanent. Et les enfants hurlant en se jetant dans l'eau de très haut consacrent la splendeur de cet espace. La couleur de la mer à Marseille partout m'éblouit. J'ai bien connu cette ville par l'intermédiaire d'un ami médecin lié à la mafia corse. Les conciliabules secrets entre Corses, les boîtes de nuit complices, les avocats véreux, les soirées en salle de garde à la Timone ne m'intéressaient pas vraiment. Aujourd'hui, je vois les gens par centaines évoluer sur les plages. La ville est dans l'eau, irradiante. Les habitants vont et viennent de la plage à la ville et la mer se parlent. C'est chouette, comme ça, c'est magnifique, hein. Marseille, la ville-monde. T'as rien à rajouter? Je sais pas, c'est ma vision. Hein. Ouais, c'est une belle vision. Mais après, bon, on arrive à la fin du voyage bientôt, en fait. Donc là, si tu veux, je sais pas, en parler de la fin du voyage, on commence par la jungle et on termine par... C'est-à-dire qu'à Menton, alors que donc, j'avais fini mon voyage, j'étais bien contente d'avoir fini, parce que voilà, j'avais rempli mon pari avec moi-même, mon contrat. Et je vois comme ça, sur le bord de l'eau, la mer est magnifique à cet endroit, des gens sous les arbres à l'ombre, je me dis je vais prendre un petit café là. Et puis plus j'approche, et puis je vois une pancarte, nous ne sommes pas des criminels. Je reste un peu vague, je ne comprends pas très bien, parce qu'il me faut un temps pour comprendre. Et en fait, j'arrivais dans un camp de migrants. Qui était là, sur le bord de l'eau, dans un endroit magnifique, organisé, avec des matelas, des tentures, des quantités de draps, où était écrit No Borders, Love and Not War, et des tas de toutes sortes de... Voilà, je me suis retrouvée à nouveau, c'est terminé sur un camp de migrants, donc à la frontière italienne. De chaque côté. Ouais, donc un bout et l'autre de ce parcours. Voilà, j'ai pris des photos, j'ai regardé, je suis restée là un peu pantois parce que à nouveau j'étais reprise agrippée par une forme d'angoisse. Voilà, on ne peut pas oublier puisque c'est là. Voilà, ça laisse dans une forme d'impuissance parce qu'on assiste à quelque chose. Enfin bon, voilà, c'était comme ça que s'est terminé ce voyage. Puis il y a une petite formule, phrase magnifique qui conclut bien le livre et puis aussi ton voyage et puis la collection des marches. Pour moi, écrire, c'est avoir des visions et des voix qui sonnent dans mes oreilles. C'est faire tourner la roue. Vue réelle, émotion, vision, pensée, parole intérieure, vision formulée, vision renouvelée, et ainsi de suite. La folie des galets résonne encore en moi avec le danger des falaises qui soutiennent cette nature parfaite au soleil de l'été. Écrire un voyage, c'est s'apercevoir qu'écrire est un voyage. Ça, c'est une super belle conclusion.
maintenant, par contre, si vous avez des questions à poser à Marie-Madeleine, à moins que tu aies envie de rajouter quelque chose. Je vais répondre aux questions. Déjà. En tout cas, merci Lorraine de ton choix qui donne quand même un aperçu. C'est des facettes, des accroches qui sont choisies. Voilà, ça me touche, je te remercie. Donc ta dame, vous voulez savoir à pied. Pourquoi tu ne l'as pas fait à pied? Moi je crois savoir pourquoi, mais... Parce que j'aurais pu, mais j'aurais pu à 6 000 km. Hein. Donc j'avais pas mis le temps, ni... Cette idée de faire le tour, évidemment, ça s'est pas posé pour moi. D'abord parce que Pasolini l'avait fait en voiture. Et que la voiture, c'est une expérience aussi, c'est l'habitacle, c'est une protection, c'est un repli. Voilà, si on va dans les petits chemins, la voiture, elle, je sais pas, on est quand même un peu dans sa bulle. On regarde. C'est différent. Je me suis beaucoup arrêtée pour marcher, bien sûr, mais ça n'était pas une randonnée, ça n'était pas une marche, même si c'est pour la collection des marches. Oui. Combien de temps a duré le périple? 1 mois et demi environ. Fin juin, avant le 15 août, la fin. Il y a des petites parenthèses quand même. Hein. Oui, mais de 24 heures. Deux petites parenthèses. Une ou deux. C'était un choix de choisir cette époque parce que obligatoirement on trouve pas les mêmes choses quoi. Les plages pour les vacances c'est pas la même chose que Bien l'hiver. sûr. Donc c'était un choix D'abord parce que j'étais libre et que je travaille en hiver, à l'automne et au printemps en général. Je ne peux pas prendre autant de temps. Et le choix de l'été, c'est parce que je le dis au début d'abord, les journées sont longues et la mer est le lieu d'un certain épanouissement. Le bord de mer, c'est franchement, voilà. Donc comme j'avais quand même envie de me faire une idée de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, que disent les gens, comment ils évoluent, comment ils font leur vie. Voilà, j'avais choisi l'été parce que c'est un lieu d'ouverture de spectacle, les corps sont à moitié nus, les gens bougent, il y a une chorégraphie. L'été, elle est chorégraphique. Et donc, la gestuelle donne à voir des choses que, certes, l'hiver, on voit d'autres choses, mais voilà, j'avais choisi l'été pour son côté ouvert, épanoui, spectaculaire. Puis parfois, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Hein. Je vous dis ce qui, à mes yeux, a été pertinent. Après coup, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a pas mal touchée, que finalement s'astreindre à ce bord de mer, à cette découpe de ce pays, cette coupe géographique, il y avait quelque chose d'un rite, c'est-à-dire il y avait quelque chose d'une obligation, rien n'y obligeait sauf moi-même qui m'étais donné ça comme contrainte, et ça fonctionnait comme un rite. Fallait le faire et il le fallait, j'y allais, je le faisais parce que je m'étais donné ça comme contrainte. Et après coup, on m'a soufflé la chose, puisqu'au fond je suis partie pour me mettre en mouvement parce que j'étais dans une sorte d'appréhension personnelle à cause de la maladie et de la mort annoncée de quelqu'un qui m'est très proche, une jeune femme. Je pense que c'était ça, même si je ne me le disais pas. Je voyais plutôt la France en danger que mon état mental. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, comme un rite conjuratoire. La terre serait le monde des vivants, la mer, avec ses mystères et son côté fascinant. Et ce lieu qui ne laisse pas de traces incarnerait symboliquement le monde des morts. C'est ce qui m'a été suggéré par quelqu'un qui m'a écrit une très belle lettre. Et après coup, j'ai trouvé ça juste, que ce livre était le mouvement d'un rite conjuratoire. Et est-ce qu'il y avait dans ce voyage aussi interruption de contact avec le monde, quoi, les amis, etc. Comme je l'avais dit, il n'y a quasiment personne,
ce que je faisais. Du coup, ben voilà, je bottais en touche un peu. Non, j'ai pas interdit personne de m'appeler, mais on me disait qu'est-ce que tu fais? Alors soit je disais je me balade, soit je disais je suis en Bretagne. Après tout, je pouvais très bien être en Bretagne. Voilà, je suis en Bretagne, je suis à tel endroit. Il y avait très peu de personnes, très peu, vraiment très peu, à qui j'avais dit que j'avais ce projet. Ça fait partie aussi du truc. Et puis j'avais peur de passer pour une dingue. Qu'est-ce qui lui prend? Elle est folle. Voilà, je ne sais pas. Finalement, c'était très intime. C'était pas caché. Il n'y avait rien à cacher, mais il n'y avait rien à déclarer. Voilà. Donc, il n'y avait rien à annoncer. Moi, je suis un peu comme ça. Il y a des choses, les mots justes ne sont pas trouvés, donc je ne déclare pas. Voilà. On laisse venir de l'inattendu. L'occasion, si une amie me disait, qui m'est proche, me disait qu'est-ce que tu fais cet été, il se trouve que je le lui ai dit, puis elle m'a dit ah c'est super, formidable, mais c'est dans le contexte, voilà. Donc je me suis pas forcée à me couper du monde, mais je n'ai pas fait de. Je l'ai dit à 2-3 personnes qui me sont très proches et qui font partie de mes proches, donc de ma famille, disons. Au niveau de l'écriture, vous avez tout au long de votre voyage pris des notes qui vous ont permis de rédiger. Oui. Ce sont donc vos impressions que vous avez eues sur le moment. Oui, j'écrivais au fur et à mesure et parfois je m'arrêtais pour écrire. Et comme elle vous l'a lu, c'est vrai que quand je suis dans une démarche d'écriture, c'est toujours été comme ça, si je suis plongée dedans, ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui parle. Il y a quelque chose qui parle, comme une voix intérieure qui dicte, il y a un deuxième discours. Et donc, j'ai intérêt à prendre des notes parce que les phrases arrivent formulées. Alors, après, bien sûr, ça a été saisi, remis en forme, et puis pour pas trop se répéter. Voilà, mais même Marie-Christine, elle m'a pris le livre avant même que je considérais qu'il soit fini. C'est-à-dire, je lui ai montré en janvier dernier. J'avais fait une deuxième version. La première, c'était j'avais saisi et bougé les choses un peu pour ordonner, voilà. Et j'avais refait une lecture, il se trouve que c'était à Chamonix en janvier, enfin en décembre. Et je lui ai donné à lire parce que, bon, elle est éditrice et que ça correspondait quand même à cette collection. Elle m'a dit, je prends. Ah, je lui ai dit, attends, non, il faut que je. Attends, c'est pas fini. Elle m'a dit, non, tu enlèves un peu, un 3 fois sublime, etc. Tu parles trop de politique. Elle m'a fait enlever pas mal parce que j'écoutais beaucoup les nouvelles à la radio, donc il se passait ceci, il y avait la décapitation, voilà, il y a eu des choses qui sont venues taper dans mes oreilles. Et j'en parlais au fur et à mesure, et ça faisait contraste, si vous voulez, avec les vacances et les gens, les enfants. Et elle m'a un petit peu fait enlever. J'ai gardé que les migrants, puisque j'avais attaqué la côte par les migrants qui m'ont sauté dessus. Donc j'ai gardé ce film, et d'autres choses sont arrivées que j'ai enlevées. Enfin bref, elle m'a donné quelques conseils que j'ai suivis, et voilà, et ça a donné le bouquin. En fait, vous avez décrit la France l'été en vacances à la plage. En 2015. En 2015. Parce que donc en France, à la plage l'été, 70% de la population n'est pas locale. Ce sont des vacanciers. Donc vous avez vécu, vous avez vu les vacanciers qui étaient là, en majorité. Oui et non. Oui et non. Bien évidemment. Mais je veux dire, ils étaient là majoritaires. Majoritaires. Sur la côte bretonne, sur la côte atlantique, sur la côte méditerranéenne. Oui, il y a des endroits où c'est les Bretons de la diaspora qui reviennent. Oui, c'est toute une palette. C'était la France en grande partie en vacances, ce qui est un regard intéressant. Est-ce qu'elle est heureuse, la France en vacances? Mais je vous l'ai bien dit, je ne faisais pas une enquête sociologique. Hein. C'est-à-dire que voilà, oui, c'est la France en vacances, vue par moi avec mes états d'âme et mes visions esthétiques. Oui, c'est ça. C'est un regard en mouvement. Oui, sûrement, vous savez peut-être mieux que moi, 70% ne sont pas des autochtones, c'est possible. Je ne sais pas. Ça dépend des coins. Il y a des coins où c'est les gens du coin, mais il y a des coins où c'est les gens du coin, il y a des coins où c'est que
des vacanciers. Alors, il y a des coins comme par exemple Fécamp, Étretat, le Mont-Saint-Michel, c'est comme le Chamonix aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent en masse et voilà. Et puis il y a d'autres endroits où on sent que c'est des habitués, des gens qui sont là tous les ans. Il y a des gens du Cru en Bretagne. J'ai rencontré des Bretons, des Bretons du Finistère Nord qui vont au Finistère Sud. Voilà, il y a des gens qui bougent, bien sûr, mais qui ne sont pas forcément. Voilà. Il y a de tout, bien entendu. Il y a de tout, bien entendu. Moi, je ne leur demandais pas tellement leur pédigré, donc je ne sais pas. J'écoutais ce qu'ils disaient, j'entendais, parce que c'était évidemment des gens en vacances. Tu t'es fait des amis? Non. Ouais, c'était pas le jeu. Non, parce que si je faisais des amis, je m'arrêtais. Non, oui. Bah, Bon, après. Plus ou moins, tu t'arrêtes plus ou moins. Tu fais vraiment des amis. Il y a des cas de force majeure, on se fait des amis. C'est vrai que quand ils en ont, on a l'impression que tu fais que passer. Non, il y a un côté voyeur aussi. un peu phobique presque. Un peu phobique de la relation, parce que je savais que si je rentrais dans la relation, je craignais de ne pas tenir mon... Je craignais, mais je suis rentrée en relation plutôt avec des gens qui travaillent, c'est-à-dire les gérants d'hôtel, les filles qui servent dans les restaurants, les voisins de table, des trucs comme ça, mais, ou des jeunes qui étaient dans des tables à côté, des gens rencontrés sur des plages, mais j'ai pas fait des amis. Non. Et c'est sûr que quasiment je me suis presque interdit. Oui, je me suis presque interdit. Et les gens parlent volontiers, là, comme ça, quelqu'un comme vous leur dites pas votre projet. Non, on est sur une plage, on parle avec quelqu'un très vite, si on veut. Voilà, on peut discuter, on peut rentrer en contact. Mais en général, sauf exception, c'est assez banal, quoi. En vacances, alors certains, c'est ça, on vient de tel endroit. Je rentrais en discussion. Mais je voyais mon amie Florence, elle voulait faire des amis. Donc, par exemple, je raconte, je crois, à Granville, alors que moi j'étais en train de regarder l'horizon, elle a parlé à deux garçons sur la plage qui étaient avec un dériveur absolument adorable. Bon, il y avait un instituteur parisien et un comédien, et leurs vacances c'était de caboter sur les plages et de dormir sur les plages en dériveur. Donc ils dormaient dans les sacs de couchage sur la plage. Et donc très sympa, voilà, on les a aidés à gréer leur bateau, à sortir pour pas avoir la marée, pour pas rester échoué, etc. Mais moi-même j'ai résisté. Elle s'était fait de nouveaux amis, tu vois, et on avait échangé, etc. Et je me souviens très bien, j'ai résisté à ça, parce que je rentrais dans une autre histoire. Alors que je lui ai dit non, ce soir on ne va pas passer la soirée avec eux, avec nos nouveaux amis, on va aller au resto anonyme. Et alors qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé avec une mère et sa fille. Elle me trouvait paradoxale, mais moi je savais ce que je faisais. Une mère et sa fille qui étaient sur la table à côté de la crêperie où on mangeait une crêpe, etc., qui elle faisait comment ça s'appelle ça, du surf coaching. Tu vois, c'est-à-dire qui dormait chez l'habitant gratuitement à travers Internet, tu vois, tu trouves. Et alors moi, ça me passionnait d'écouter ça, mais en extérieur, c'est vrai, c'est mon pli peut-être d'être à l'écoute plutôt que m'engager dans une relation. Parce qu'à ce moment-là, tu vois, avec ces deux garçons, on avait les mêmes codes, voilà, ils avaient seulement 10 à 15 ans de moins que nous, mais voilà, très vite, on a comparé nos vies. Le comédien, on connaissait les mêmes spectacles, les mêmes gens de théâtre, etc. L'instituteur, bon, on a parlé de ses enfants. On rentrait dans quelque chose qui, pour moi, se fait partout. Tandis qu'écouter ces deux femmes qui venaient de Béziers, qui étaient en vacances, justement, et qui racontaient comment elles... Enfin, tu vois, je ne sais pas si je peux entendre mon différence. Au bord de la relation, au bord de mer, au bord de quelque chose. C'est aussi pour garder une autre dimension. Sinon, très vite, on la connaît, cette relation. Alors, si on va devenir vraiment amis, il va se passer des choses, bien sûr.
Et tu as eu des moments de lassitude, de Oui. peur, Oui. un peu d'angoisse Oui, oui. Ouais. C'est aussi aller au bord de soi-même aussi quand même. Bien sûr, mais c'était ça le challenge, enfin le pari, la posture, c'est une position, parce que les filles qu'on avait croisées, elles se faisaient des amis sur Internet. Ça rentrait dans la rubrique amis. Ouais. Au bord de la solitude aussi. Enfin, il y a Berne, Oui, c'était la joie et de peur, et la fatigue, et la question. En tout cas, c'est Ça vous paraît étrange? On peut lire maintenant. Ouais, il faut lire. C'est un beau livre poétique et... Non, parce que les gens ne voyagent plus comme vous aujourd'hui. Avant, on prenait le temps de voyager, de partir 2, 3, 4 semaines. On a le temps de vivre ces choses-là, mais aujourd'hui, tout est calé, comme vous dites, tout est cadré. Puis il y a la notion de plaisir avec le voyage en classe. Il n'y a pas forcément ça, de découverte, mais pas Plus forcément. de découvertes, ouais. On l'a fait, c'est marrant ce parallèle, parce qu'en Asie, sur une partie des côtes, on a fait 3000 km comme vous, mais enfin, au Vietnam, parce que ma famille est au Vietnam, mais on a fait comme vous, alors toujours prendre à droite puisqu'on remontait. Et c'est marrant, il y a des choses qui revenaient dans votre discours, parce qu'on vivait un peu la même chose. Les endroits, le lendemain on ne savait pas où on allait, et puis on l'a fait comme ça avec des enfants, et un peu comme vous, ça durait un mois. Il y a des anecdotes à peu près identiques alors que c'est à l'autre bout du monde. Mais on vivait la même chose, on arrivait à un endroit, il y avait un palmier, après demi-tour, on faisait du stop pour prendre un taxi. C'est étrange de refaire on improvise, parcours. ouais, Voilà, oui, complètement. Et moi j'étais plus, enfin toi moins, mais moi un peu plus tendu. De l'inconnu, de ne pas savoir. Et je pense que vous c'est pareil, même si on connaît la carte de France. On ne sait pas toujours où on va arriver. Et ça donne un peu de tension de ne pas savoir où on va dormir le soir ou le lendemain soir. C'est étrange de vivre ça, on n'est plus habitué à ça. Oui, on perd, mais c'est un état de perdre ses repères habituels. Et moi, je voulais plutôt dans des endroits que je ne connaissais pas déjà. Il faut presque se forcer pour éviter. Vous savez, comme quand vous arrivez dans un pays étranger ou dans une ville étrangère ou dans une ville, il y a des quantités de signes. On est dans un univers de signes qui vous tombent dessus. Et ça vous donne vous voyez des tas de choses que vous ne verrez plus dans une semaine parce que vous êtes déjà rodé, vous avez repéré vos trucs et vous construisez une histoire qui vient se coller. Donc c'est cette attention-là que moi je me suis mise dans cette situation. Que j'aime bien ça. Mais c'est pas même naturel. si ça se paye d'un certain prix. Oui. C'est fatigant, et puis d'être dans l'inconnu, c'est toujours un peu bizarre. Mais c'est une ouverture en même temps. Oui. C'est évidemment une ouverture. Un beau parcours. Oui. Vous n'avez pas eu envie de le faire en camping-car? C'est ce qu'avait suggéré ma copine photographe. Vous y avez pensé? Oui. Mais moi je voulais être dans les lieux locaux. Je ne voulais pas qu'on soit complètement isolé. Encore une autre population. Populations avec les camping-cars. C'est une sélection entre camping-cars. particulière. Comme ici, quand tu prends. Oui, bien sûr. Elle avait suggéré ça, mais moi j'avais pas envie. J'avais envie de pas avoir j'avais pas envie. J'avais envie d'aller dans des auberges, dans des endroits locaux. Dans lesquels tu ne serais jamais allé d'ailleurs. Non, c'était surtout des petits hôtels pour justement être quelque part et pas nulle part. Parce que dès qu'on monte en classe sociale, plus ça devient anonyme. Plus les lieux deviennent standards. Est-ce que vous avez vu le film de Raymond Depardon? Oui, justement. Je n'ai pas vu le dernier. Ah, celui Pas d'avant. les habitants, c'est le dernier. avec le camping-car. Ah oui. Et lui, il la faisait roulotte. des interviews. Oui, il faisait des interviews à l'intérieur. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu Mais il annonçait aux personnes, voilà, je tourne ce film, est-ce que vous avez envie de parler de vous? Oui. C'était plus Et c'est quand même un transparent. regard sur la vie des gens. Oui. Des gens assez... C'est pas la même population, là, qui quotidienne, des gens locaux. Alors que vous, c'est les gens, l'été, Oui, sur le l'été, portrait les là. grands hivers, les Qu'est-ce que la mer donne à voir dans ce pays? Alors ça dit, mais c'est quand même dans ce pays, donc ça dit ce qui se passe dans ce pays sur le bord de
Est-ce que lorsque vous avez quitté votre ami et que vous avez continué seul, comment s'est effectuée cette séparation? Enfin, je mets des guillemets à séparation. Elle l'a compris, C'était assez rapidement au au détour. 2 jours et demi, on a fait un week-end de test. Puis après, je suis partie toute seule. Le problème, c'est qu'au départ, on avait eu l'idée qu'on partirait avec sa voiture, et du coup, il a fallu que je loue une voiture. Ça a été l'embarras du problème. Et donc, voilà. C'était un peu délicat, mais elle a accepté, elle a compris. C'était votre décision. Oui, que je préfère. De toute façon, c'était mon projet. Elle était très contente de participer à ce projet, mais je sentais que ça allait être un dialogue entre nous deux. Et je ne souhaitais pas, une fois de plus, être dans cet espace déjà. Et puis, elle ne voyait pas du tout les mêmes choses que moi. Donc, on n'avait pas. C'était mon expérience. En admettant que mon veut dire quelque chose, mais on est traversé par des choses et il faut pouvoir les écouter. Et quand on est deux, on est déjà dans un autre registre. Je voulais vous poser une question. Vous avez fait l'océan, la Manche, la Méditerranée. Oui, oui. Est-ce que c'est 3 morceaux qui se répètent ou c'est 3 choses complètement différentes? Parce que quand on reste sur un littoral, on peut retrouver un peu les mêmes Moi, choses. je pense que la Bretagne est spécifique et que les mers de marée sont vraiment un rythme très différent que la Méditerranée, qui est une splendeur. La mer de marée, ce que j'ai dit quelque part, on est dedans, même si on est dehors. C'est-à-dire, il y a cette espèce d'enveloppement qui est dû à ce mouvement permanent, et puis aussi il fait souvent mauvais, donc un mélange de bruine, d'embrun. Voilà, la mer on sent que la mer vous enveloppe. Tandis qu'en Méditerranée, c'est ce côté absolument splendide qui s'impose, enfin, qui oblige à, je dirais, à la méditation, à la pensée, mais on a envie de s'immerger. Si on veut avoir affaire à elle comme mer, et pas seulement comme vision, il faut plonger, il faut nager. Tandis que les mers de marée, nager n'est pas le problème. Il y a des tas de trucs comme ça que j'ai dit au fil, mais qui vont très loin. Hein. Être enveloppé à l'extérieur pour avoir à s'immerger, et la mer de marée avec ses mouvements d'apparition-disparition et tout ce que ça comporte d'esthétique, d'odeur, de surprise, de mouvements permanents, de questions permanentes. Où est-ce qu'on en est? Ce soir, elle sera haute, demain matin, elle sera... etc. C'est quelque chose de très très fort et très particulier. Alors que sur l'océan, l'océan est tellement large, l'Atlantique, et même s'il y a la marée, la vague est là, elle a sa force. C'est aussi notre identité. Je dirais, il y a toute la partie Bretagne et Nord, mer de marée, la partie océanique et la Méditerranée. Et la Méditerranée est coupée en deux, je dirais, entre la partie qui va de l'Espagne en gros jusqu'à Marseille, et puis l'autre partie, Riviera, Côte d'Azur, voilà. C'est vraiment deux populations et deux styles, c'est très différent.